Le Troisième Reich exigeait pureté, sacrifice et discipline. Mais leurs dirigeants vivaient entourés de privilèges sexuels, de pratiques cachées et de relations qui contredisaient tout ce qu'ils imposaient aux autres. Ils n'ont pas suivi les règles, ils les ont conçues pour les autres. Alors que des millions de personnes étaient endoctrinées à vivre sans plaisir, des bordels étaient organisés pour les officiers. La reproduction extra-conjugale était récompensée et les prisonnières étaient choisies en fonction de leurs préférences personnelles. Que cachaient dans leur vie privée les hommes qui ont conçu l'extermination? Comment fonctionnaient les privilèges sexuels au sein du régime? Sexe et répression, l'intimité cachée du Troisième Reich. Le national-socialisme a transformé la sexualité en un champ de bataille idéologique. Ce qui, dans toute société, appartenait à la sphère privée est devenu une affaire d'État dans l'Allemagne nazie, une autre dimension du contrôle totalitaire qui cherchait à façonner chaque aspect de l'existence humaine. Cette transformation reposait sur 3 piliers. Premièrement, l'instrumentalisation du corps féminin comme machine reproductrice. Deuxièmement, la persécution brutale de toute expression sexuelle considérée comme dégénérée. Et troisièmement, l'application de théories eugéniques qui justifiaient tout, depuis la stérilisation forcée jusqu'à la création de programmes de reproduction sélective. L'idéal féminin nazi réduisait les femmes à leur capacité reproductive. Le slogan « Kinder, Küche, Kirche » enfants, cuisine, église définissait l'univers qui leur était permis, tandis que l'éducation différenciée et la propagande visuelle renforçaient ce modèle restrictif. Parallèlement, tandis que la maternité était exaltée, un culte du corps paradoxalement désexualisé était construit, glorifié comme symbole racial mais dépouillé de sa dimension agréable. La sexualité non normative a fait l'objet d'une persécution systématique. La répression contre les homosexuels masculins fut particulièrement sévère, identifiés dans les camps de concentration par le triangle rose et soumis à des expériences médicales destinées à les guérir. Contrairement à d'autres dictatures contemporaines, comme le stalinisme ou le franquisme, qui tendaient à imposer une morale sexuelle conservatrice sans altérer profondément les structures familiales traditionnelles, le nazisme a remodelé le désir depuis ses racines. Il ne suffisait pas de discipliner les corps, il fallait les reprogrammer pour qu'ils servent le projet racial. Le régime ne se limitait pas à la censure ou à la répression du plaisir, a transformé le sexe en un instrument de pouvoir de l'État. Ce processus s'est manifesté dans le culte obsessionnel du corps arien, musclé, fertile, harmonieux, mais étonnamment aseptisé. Les représentations visuelles de l'idéal racial, dans les sculptures, les affiches, les films et les défilés, promouvaient une esthétique virile qui exaltait la reproduction sans érotisme. La nudité dans l'art nazi était courante, mais jamais sexualisée. Le corps n'était pas un objet de désir, mais de vénération biologique. Dans ce contexte, une contradiction structurelle est apparue. Alors que la propagande promouvait une image de pureté et de maîtrise de soi, dans la pratique, le régime encourageait la reproduction extra-conjugale dans certains cas, autorisait les relations sexuelles dans des maisons closes contrôlées par des soldats et affichait un double standard qui tolérait et même encourageait les abus sexuels dans les territoires occupés. Cette approche répond à ce que plusieurs analystes modernes appellent la biopolitique sexuelle, un modèle de pouvoir qui régule les corps et la sexualité non seulement pour imposer l'ordre, mais pour produire une population fonctionnelle au projet politique. Sous le Troisième Reich, cela s'est traduit par l'institutionnalisation du désir. Même la pornographie, officiellement interdite, existait dans les cercles fermés du parti, utilisée comme soupape de sécurité ou outil de contrôle sur les subordonnés. Dans cette architecture de contrôle, l'aspect le plus révélateur était la contradiction entre le discours public sur la pureté et les pratiques privées des dirigeants qui mettaient en œuvre ces politiques. Cette introduction nous prépare à examiner ces fractures révélatrices dans l'intimité des dirigeants du Troisième Reich, dont la vie personnelle, loin d'illustrer les idéaux qu'ils imposaient, exposait les mêmes perversions, hypocrisies et obsessions qui caractérisaient le régime dans son ensemble. Certains généraux choisissaient des prisonnières pour servir dans les résidences officielles, comme si elles faisaient partie du mobilier. Dans la SS, certains commandants organisaient des sélections informelles de jeunes femmes pour des fonctions récréatives, avant de les envoyer dans des camps.
Dans les bordels du Reich, il y avait des listes de préférences sexuelles et certaines filles étaient marquées comme « favorites » et réservées par des fonctionnaires de haut rang. Le sexe n'était pas un tabou, c'était une ressource allouée comme la nourriture ou les munitions. Et ceux qui avaient le plus de pouvoir avaient accès au corps dans le cadre de leur salaire émotionnel. Alors que les lois aryennes interdisaient d'embrasser toute personne inapte, les dirigeants les plus influents du régime maltraitaient des actrices, des secrétaires et des infirmières dans des pièces scellées par le protocole. Personne n'a parlé. Personne ne l'a signalé. Dans les journaux de campagne de certains officiers apparaissent des phrases telles que « la blonde de l'hôpital, déjà éduquée ». Dans les trains de l'Est, il n'y avait pas que des soldats qui voyageaient. Il en a été de même pour les victimes sélectionnées par leur nom par des hommes qui ont parlé de génétique à la barre et exigé l'obéissance entre les draps. Hitler, le célibat du Führer et son obsession interdite. L'architecte du Troisième Reich a projeté publiquement une image d'abstinence presque monastique dédiée exclusivement à la mission historique de l'Allemagne. Ce portrait contraste fortement avec une vie privée marquée par des relations troubles, de possibles paraphilies et une sexualité que divers témoignages suggèrent comme profondément problématique. La relation la plus troublante dans la vie d'Hitler fut celle qu'il entretenait avec sa nièce Angela Maria Geli Robal. Lorsque le jeune homme de 21 ans a emménagé dans l'appartement munichois d'Hitler en 1929, ce qui était censé être un arrangement familier s'est transformé en un lien malsain de contrôle obsessionnel. Hitler, alors âgé de 40 ans, supervisait tous les aspects de sa vie. Il examinait sa correspondance, limitait ses déplacements et interdisait toute relation avec d'autres hommes. Le 18 septembre 1931, Geli fut retrouvé mort dans l'appartement, blessé par balle. L'arme appartenait à Hitler. Bien qu'il ait été officiellement déclaré qu'il s'agissait d'un suicide, aucune enquête indépendante n'a jamais été menée. Après cet événement, Hitler tomba dans une profonde dépression, gardant la chambre de Geli intacte comme sanctuaire personnel et conservant ses portraits dans des endroits visibles même des années plus tard, alors qu'il était déjà chancelier du Reich. Otto Strasser, un ancien membre du parti nazi qui s'est ensuite exilé, a affirmé que la relation d'Hitler avec Geli incluait des pratiques sexuelles atypiques, y compris des actes présumés de coprophilie. Bien que ces affirmations manquent de preuves documentaires concluantes, elles ont contribué à dresser un profil psychosexuel inquiétant du dictateur. Parallèlement à l'histoire de Geli, Hitler avait commencé une relation avec Eva Braun, alors assistante photographe de 17 ans, en 1929. Contrairement au mariage public d'autres dirigeants nazis, Eva est restée complètement cachée, vivant comme une prisonnière invisible dans les résidences d'Hitler, en particulier l'Alpine Berghof. La solitude et la nullité publique de son existence la conduisent à tenter de se suicider au moins 2 fois, en 1932 avec le pistolet de son père et en 1935 avec des somnifères. Ce n'est que le 29 avril 1945, quelques heures avant qu'ils ne se suicident tous deux dans le bunker de Berlin, qu'Hitler l'épousa enfin, scellant ainsi formellement une relation caractérisée par l'invisibilité et le sacrifice féminin. La sexualité d'Hitler a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des historiens, des psychologues et des services de renseignement. Le rapport de l'Office of Strategic Services, OSS, rédigé par Walter Langer en 1943, lui attribue des tendances masochistes et des perversions sexuelles non spécifiées. Son médecin personnel, Theodor Morell, lui a administré un cocktail pharmacologique comprenant des hormones et des stimulants sexuels, probablement pour traiter la dysfonction érectile ou l'apathie sexuelle. Les détails des traitements de Morell, conservés dans des notes médicales partielles, indiquent l'utilisation d'extraits hormonaux dérivés de testicules de taureau, de préparations vitaminées d'origine animale et de doses régulières de méthamphétamine. Certains rapports mentionnent l'utilisation de testostérone et de strychnine, suggérant des tentatives désespérées pour maintenir une vitalité physique que le corps d'Hitler, malade, avec des problèmes gastriques chroniques et des tremblements constants, ne pouvait plus maintenir seul. L'une des hypothèses les plus controversées évoque la possibilité d'une homosexualité refoulée. L'historien Lothar Mactan a défendu cette thèse dans Hitler's Secret 2001, analysant sa relation avec August Kubizek et sa proximité avec Rudolf Hess.
La plupart des historiens, comme Ian Kershaw et Joachim Fest, rejettent cette théorie en raison d'un manque de preuves concluantes. Cependant, McTan n'était pas le seul à proposer cette lecture. Les rapports du contre-espionnage soviétique, en particulier ceux préparés par le NKVD pour Staline, faisaient également allusion à une vie sexuelle ambiguë. En particulier, les liens étroits d'Hitler dans les premières années du mouvement avec de jeunes figures masculines ont été mis en évidence, dont beaucoup étaient membres de la Sturmabteilung, SA, une organisation qui comptait des cas notoires d'homosexualité parmi ses dirigeants jusqu'à la purge de 1934. Ce contexte nous permet d'interpréter le mythe public de la chasteté d'Hitler non pas comme une vérité, mais comme une stratégie politique. Durant son ascension au pouvoir, Hitler a évité tout lien romantique visible afin de projeter une image de pureté et de dévouement exclusif au peuple allemand. Dans ses discours et ses interviews, il s'est présenté comme marié à l'Allemagne, évitant ainsi les soupçons des électeurs conservateurs et les critiques de la presse étrangère. Cette histoire a fonctionné efficacement comme propagande, alors que Goebbels fabriqua Himmler, l'ingénieur du sexe racial. L'évolution de la vie privée d'Heinrich Himmler représente l'une des métamorphoses les plus révélatrices au sein de l'élite nazie. Il est passé d'un puritanisme juvénile extrême à celui d'architecte d'un système étatique de reproduction sélective, tout en maintenant simultanément une double vie familiale qui contredisait ses propres mandats publics. Né en 1900 dans une famille catholique bavaroise, le jeune Himmler était un garçon maladif, socialement inadapté et sexuellement réprimé. Ses journaux de jeunesse révèlent une aversion pour le contact physique et une vision du sexe comme une pollution de l'âme. Il considérait la masturbation comme un acte dégénératif qui affaiblissait la volonté masculine et défendait la chasteté comme un emblème de force morale. En prenant la tête des SS, Himmler a apporté ses idéaux puritains à son organisation d'élite. Les membres étaient tenus de pratiquer l'abstinence prénuptiale, de maintenir une fidélité absolue et de choisir des partenaires racialement appropriés. Le célibat, qu'il pratiqua lui-même jusqu'au début de la trentaine, représentait une forme de contrôle émotionnel et de préservation de l'énergie vitale pour le service du Reich. En 1928, il épouse Margarete Boden, une infirmière de 7 ans son aînée. Bien qu'ils aient eu une fille, Gudrun, leur relation fut caractérisée dès le début par une froideur presque administrative. À mesure que son pouvoir grandissait, la distance entre eux augmentait. Margaret resta confinée dans la résidence familiale de Gmund, tandis que Himmler organisait l'appareil répressif du régime depuis Berlin. La rupture avec son puritanisme initial se manifeste en 1936 lorsqu'il engage Hedwig Potast, une jeune femme de 25 ans, comme secrétaire. Ce qui a commencé comme une relation professionnelle s'est rapidement transformé en un lien personnel. En 1941, Hedwig avait quitté son poste officiel et s'était installée dans une maison de campagne financée par Himmler. Ensemble, ils ont eu 2 enfants hors mariage, Helge, 1942, et Nanette, 1944, enregistrés sous de faux noms de famille pour garder la relation secrète. La contradiction était flagrante. Alors qu'il envoyait les homosexuels dans des camps de concentration et promulguait des lois contre l'adultère, il entretenait lui-même une double vie familiale. Le gardien de la pureté raciale violait systématiquement les codes moraux qu'il imposait à ses subordonnés. Mais la plus grande transformation dans sa vision de la sexualité s'est matérialisée avec la création du programme Lebensborn, source de vie, en décembre 1935. Ce projet institutionnalisé visait à augmenter les taux de natalité parmi les personnes racialement dignes en soutenant les mères célibataires d'origine aryenne et en promouvant les relations sexuelles à des fins eugéniques. Les établissements Lebensborn, établis dans différentes régions du Reich et plus tard dans les pays occupés, fonctionnaient comme des maternités d'élite où des femmes sélectionnées sur la base de critères raciaux étaient jumelées à des officiers SS. Les enfants nés dans ces institutions étaient adoptés par des familles idéologiquement fiables ou élevés directement par l'État nazi. Pendant la guerre, le programme a pris des dimensions plus sinistres. Des milliers d'enfants aux caractéristiques nordiques ont été enlevés à leurs familles en Pologne, en Tchécoslovaquie et dans d'autres territoires occupés, pour être germanisés s'ils répondaient à des critères raciaux établis. Himmler a personnellement supervisé les rapports Lebensborn,
signer les autorisations d'adoption stratégiques et exiger que les femmes soient évaluées non seulement pour leurs origines généalogiques, mais aussi pour leur apparence physique, leur structure osseuse, la couleur de leurs yeux et leur comportement discipliné. Les femmes étaient considérées comme les incubatrices de l'avenir du Reich, recrutées pour un projet qui les réduisait à de la matière biologique. En Norvège, où le programme a atteint une ampleur significative, plus de 12 000 enfants sont nés sous Lebensborn. Les relations entre les soldats allemands et les femmes locales étaient encouragées, à condition que les couples répondent à des critères raciaux. Ces mères se sont vues promettre des soins médicaux, un logement et une protection sociale en échange de la remise de leurs enfants à l'État nazi. La plupart d'entre eux ont été trompés. Beaucoup d'entre eux ont perdu tout contact avec leurs enfants, ont été envoyés en Allemagne ou ont été internés dans des institutions paramilitaires. La structure du Lebensborn fonctionnait comme une machine de reproduction parallèle. Les cliniques étaient décorées de symboles germaniques, les femmes étaient soumises à des examens médicaux rigoureux et il leur était interdit tout comportement considéré comme distrayant du devoir racial. Les mères devaient faire preuve de discipline émotionnelle. Elles ne devaient pas développer un attachement excessif à leurs enfants, car beaucoup d'entre eux seraient déplacés vers d'autres régions. La transformation d'Himmler, passant du statut de défenseur du célibat à celui de promoteur de la reproduction sélective institutionnalisée, révèle l'essence du projet biopolitique nazi. La sexualité n'était plus quelque chose à réprimer pour des raisons morales, mais une ressource biologique à exploiter systématiquement à des fins raciales. Le corps humain, et particulièrement le corps féminin, est devenu la propriété de l'État et un outil au service de ses objectifs démographiques. Dans des discours internes, Himmler expliquait que le plaisir sexuel devait être subordonné à l'intérêt collectif. La reproduction, et non le désir, était le but ultime. Même au sein du mariage, il encourageait les membres de la SS à concevoir avec d'autres femmes si elles étaient génétiquement utiles. Selon lui, la fidélité émotionnelle était un obstacle à la propagation du sang arien. Les Lebensborn étaient également un espace de recrutement symbolique. Les mères ont reçu des médailles et des encouragements publics. Les infirmières ont été choisies parmi les femmes membres des organisations nationales socialistes. Les installations fonctionnaient comme des temples de la race, dans lesquels la naissance était une cérémonie d'État. Chez eux, le sexe n'était plus privé. Chaque grossesse était un acte politique, chaque naissance un triomphe idéologique. Himmler préconisait que les hommes SS aient au moins 4 enfants, de préférence avec des femmes différentes si nécessaire. Son mépris pour la structure familiale bourgeoise traditionnelle était absolu. Il considérait que la famille nucléaire était limitée et sentimentale, tandis que l'État devait former un tissu génétique étendu, sans restrictions émotionnelles. Après sa capture par les forces britanniques en mai 1945, Himmler se suicida en mordant dans une capsule de cyanure, évitant ainsi la justice pour les meurtres de masse qu'il avait orchestrés. Il n'a jamais reconnu publiquement Hedwig ni ses enfants illégitimes, conservant jusqu'au bout la façade d'un fonctionnaire austère et moralement intègre que sa vie privée contredisait systématiquement. Gudrun Himmler, sa fille légitime, a défendu l'honneur de son père jusqu'à la fin de sa vie. Les enfants d'Edwige ont grandi sous de fausses identités, protégés par d'anciens collaborateurs qui ont fui en Amérique du Sud ou en Suisse. Les documents révélant l'existence de ces enfants ont été systématiquement cachés après la guerre par des membres du cercle restreint des SS. La vie sexuelle d'Himmler, réprimée dans sa jeunesse, réapparaît déformée par l'idéologie. Ce qui a commencé comme une dévotion mystique au contrôle personnel s'est transformé en un appareil de reproduction qui instrumentalisait les femmes, les enfants et des couples entiers. La vie privée a été dévorée par l'État et le corps, celui qu'il craignait de toucher dans sa jeunesse, a été transformé par lui en un rouage d'une machine génocidaire. Goebbels, le ministre de la luxure et de la mort familiale. Le ministre nazi de la propagande est peut-être l'exemple le plus transparent de l'utilisation du pouvoir politique pour satisfaire des désirs sexuels personnels, tout en exerçant simultanément un contrôle médiatique qui lui a permis de projeter l'image d'une famille modèle tout en vivant une vie d'infidélité systématique et de manipulation émotionnelle extrême. Les complexes physiques ont profondément marqué la psychologie de Goebbels. Sa petite taille et sa jambe déformée
conséquence d'une ostéomyélite infantile, générait chez lui un profond sentiment d'infériorité par rapport à l'idéal arien qu'il promouvait lui-même. Pour compenser, il a développé une nature séductrice et manipulatrice, utilisant son pouvoir politique croissant comme un outil de conquête. Ses journaux, conservés et publiés après la guerre, révèlent une obsession compulsive pour la quantification de ses conquêtes sexuelles, décrivant en détail ses techniques de séduction et les réactions de ses victimes. Avec son accession au ministère de la Propagande en 1933, il obtient un accès privilégié aux actrices et aux personnalités du show business grâce à son contrôle sur UFA, Universum Film AG, la principale société de production cinématographique allemande. Cet accès lui a non seulement permis d'influencer le contenu idéologique des films, mais aussi d'exercer une pression directe sur la carrière des jeunes femmes aspirant à devenir actrices. Goebbels a proposé des contrats, reporté la censure ou promu le tournage en échange de faveurs sexuelles. Son bureau servait d'espace de médiation entre l'industrie du divertissement et l'appareil du pouvoir, où les décisions professionnelles s'entremêlaient avec ses désirs personnels. Certaines actrices étaient utilisées comme personnages décoratifs lors d'événements publics, tandis que d'autres étaient hébergées dans des résidences officielles et traitées comme des invités culturels de l'État. La frontière entre la propagande et la luxure était de plus en plus floue. Dans plusieurs entrées de son journal, Goebbels note les impressions physiques des femmes nouvellement rencontrées comme s'il s'agissait de cartes de casting érotiques. Yeux clairs, corps obéissant et discipliné. Sa liaison la plus destructrice fut avec Lida Baarova, une actrice tchèque glamour qui avait acquis une certaine popularité en Allemagne. Ils ont commencé une relation en 1936 qui est rapidement devenue une obsession. Goebbels envisagea même de quitter sa famille, écrivant dans son journal « J'ai trouvé en Lida ce qui me manque chez moi, la jeunesse, le feu, un dévouement total. » Le contraste avec sa vie de famille officielle n'aurait pas pu être plus dramatique. En 1931, Joseph avait épousé Magda Quandt, née Ritschl, veuve d'un industriel millionnaire et mère d'un fils de son précédent mariage. Hitler, qui avait rencontré Magda avant Goebbels, encouragea activement cette union, les considérant comme la famille modèle du Reich. Aux yeux du public, les Goebbels représentaient l'idéal nazi parfait. Ariens, prolifiques, ils eurent 6 enfants, et apparemment dévoués au régime. Mais derrière cette façade de propagande, leur mariage était un champ de bataille d'infidélité mutuelle et de manipulation psychologique. Magda a gardé ses propres secrets, y compris ses éventuelles relations amoureuses avec d'autres personnalités du régime. Sa position d'épouse du ministre de la Propagande fait d'elle un emblème féminin du Reich. Photographiée aux côtés d'Hitler, mère exemplaire dans les magazines officiels et ambassadrice lors d'événements caritatifs, Magda représentait le modèle national-socialiste de la maternité, même si, en privé, sa vie était marquée par le chagrin, la jalousie et la frustration. Hitler avait tellement confiance en son image publique qu'il a dit un jour « Magda est le visage amical du Reich ». Ainsi, lorsque la crise avec Baarova a éclaté, l'impact n'a pas été seulement personnel, mais aussi politique. Magda n'est pas seulement apparue comme une épouse blessée, mais comme une figure institutionnelle dont le rôle symbolique s'effondrait. La crise éclata en 1938, lorsque l'affaire avec Baarova prit des proportions scandaleuses. Magda, publiquement humiliée, se rendit directement auprès d'Hitler pour exiger une solution. Pour le Führer, obsédé par l'image publique du régime, le couple Goebbels représentait un symbole de propagande qu'il ne pouvait se permettre de détruire. Hitler est intervenu personnellement, convoquant Goebbels pour exiger la fin immédiate de la relation. Il lui a interdit de revoir Baarova et a ordonné que l'actrice soit expulsée d'Allemagne. Lorsque Goebbels demanda la permission d'entretenir une relation polygame, Hitler rejeta catégoriquement la proposition. Ce rejet a plongé Goebbels dans un état de dépression dont il n'est sorti qu'après avoir reçu l'assurance que sa position politique n'était pas en danger. Cet épisode a révélé la fragilité émotionnelle de Goebbels. Pendant des semaines, il se retira partiellement de la vie publique, réduisit son activité officielle et écrivit des lettres désespérées à Hitler et à Magda, alternant supplications d'amour et promesses de loyauté au parti. Pour un homme obsédé par son image, être publiquement corrigé par le Führer était une humiliation dévastatrice. Cet épisode a révélé une dimension peu évoquée du Troisième Reich,
Même les émotions et les relations les plus intimes étaient soumises à une régulation politique. La chambre n'était pas un espace privé, mais une extension de la scène idéologique où le récit national-socialiste devait se jouer. La chose la plus extraordinaire dans ce triangle émotionnel était la fascination de Magda pour Hitler, plus intense que son affection pour son propre mari. Divers témoignages suggèrent qu'il entretenait une dévotion quasi religieuse envers le Führer, le décrivant dans sa correspondance privée comme « le seul homme capable de transformer le monde ». Cette fascination a persisté même lorsque leur mariage s'est désintégré. Plusieurs biographes ont émis l'hypothèse que Magda aurait aimé être plus qu'une collaboratrice idéologique d'Hitler. Ces lettres, partiellement conservées, révèlent un ton révérencieux qui va au-delà de l'admiration politique. Il l'appelait « mon soleil allemand » et « l'espoir de nos âmes ». Même lorsque Goebbels tomba en disgrâce, Magda trouva du réconfort dans sa proximité émotionnelle avec le Führer. Cette tension invisible au sein du triangle Hitler-Magda-Goebbels a transformé leur mariage en une représentation vivante de l'idéologie. Passion sacrifiée à la cause, émotions subordonnées à la discipline, désir policé par la morale du parti. La fin du couple Goebbels condenserait toute la perversion idéologique du nazisme. En avril 1945, réfugiés dans le bunker de Berlin avec Hitler, ils prirent la décision la plus horrible imaginable après le suicide du Führer. Ils assassinèrent ses 6 enfants, leur administrant d'abord de la morphine pour les endormir, puis du cyanure. Ils se sont ensuite suicidés ensemble. Dans une lettre écrite quelques heures plus tôt, Magda justifiait l'infanticide en déclarant « Je ne peux pas imaginer la vie sans le national-socialisme. Les enfants sont trop bons pour le monde qui viendra après. » Cet acte final représentait l'aboutissement logique d'une idéologie qui avait complètement subordonné les liens humains fondamentaux, même l'amour maternel, à une loyauté politique absolue. L'acte était méticuleux. Magda a habillé les enfants avec des vêtements du dimanche, leur a peigné les cheveux et les a mis au lit. Il ordonna le silence dans les couloirs du bunker. Les ampoules de morphine ont été injectées par le médecin SS. Ensuite, avec l'aide de Ludwig Stumpfegger, ils ont placé les capsules de cyanure entre les dents des enfants et les ont pressées une à une. Aucun coup de feu n'a été tiré. Pas de pleurs. Seule l'efficacité idéologique. Les portraits des enfants Goebbels faisaient partie intégrante de la propagande visuelle. Leurs visages souriants, blonds et disciplinés illustraient des magazines, des bulletins scolaires et des expositions. Ils représentaient l'avenir du Reich. Que ces mêmes visages aient été effacés par la décision de leurs parents révèle le cœur du délire nazi. L'idéal arien n'avait de sens qu'au sein du système. En dehors de lui, il ne méritait pas d'exister. Göring, le maréchal Davis et le culte du spectacle. Alors que d'autres dirigeants nazis cachaient leurs contradictions intérieures, Hermann Göring les affichait de manière presque ostentatoire, transformant sa vie en un spectacle baroque où l'addiction, le fétichisme et la théâtralité fonctionnaient comme des substituts à une sexualité apparemment atrophiée par ses propres excès. Contrairement à l'image ascétique cultivée par d'autres hiérarques, Göring embrassait publiquement l'extravagance. Son mariage en 1935 avec l'actrice Amy Sonman illustre cette tendance. Une cérémonie somptueuse avec un carrosse impérial, un uniforme couvert de décorations et Hitler comme témoin principal. La célébration a eu lieu à Karinhal, sa résidence palatiale dans la forêt de Schorfheide, conçue comme une version teutonique de Versailles. Cependant, ce mariage essentiellement mis en scène cachait une relation intime marquée par une distance émotionnelle. Amy fonctionnait davantage comme une pièce du théâtre impérial personnel de Göring que comme un véritable compagnon. Elle jouait le rôle de première dame symbolique lors d'événements diplomatiques, acceptant stoïquement les excentricités et les addictions de son mari en échange de privilèges matériels et d'un statut social. La cause de nombreux dysfonctionnements de Göring remonte à 1923, lorsqu'il fut blessé par balle à l'aine lors du putsch manqué de Munich. Les séquelles physiques lui ont causé des douleurs chroniques pour lesquelles les médecins lui ont prescrit de la morphine. Ainsi commença une addiction qui le suivrait pendant plus de 2 décennies, transformant radicalement sa personnalité et son comportement sexuel. Au cours des années 1930 et 1940, il a consommé des doses croissantes de paracodine et de caudal dérivés opiacés.
Sa personnalité subit une métamorphose grotesque. L'ancien as de l'aviation devient une figure obèse, émotionnellement instable, alternant entre des accès d'euphorie maniaque et de profonde dépression. Son jugement devint erratique et sa présence autrefois intimidante commença à provoquer le ridicule même au sein du cercle intime nazi. Ses apparitions publiques ont commencé à ressembler à des représentations théâtrales. Il changeait d'humeur aussi vite qu'il changeait de tenue. Un jour, il pouvait être autoritaire et violent, et le lendemain, ridiculement pompeux ou sentimental. Les caméras du ministère de la Propagande avaient pour instruction de le filmer uniquement sous certains angles, et sa garde-robe était choisie en fonction de l'impact sur la scène plutôt que du protocole officiel. Ce qui caractérisait le plus Göring était son obsession extraordinaire pour les vêtements et l'apparence. Il possédait une collection de plus de 30 uniformes sur mesure, dont beaucoup étaient conçus exclusivement avec des tissus importés, des boutons dorés, des capes d'hermine et des chapeaux à plumes. Il changeait de tenue plusieurs fois par jour selon l'occasion, avec des ensembles qu'il définissait lui-même comme des incarnations de l'esprit germanique. Ce comportement a dépassé le simple aspect théâtral et est entré dans le domaine du fétichisme. Les vêtements fonctionnaient non seulement comme un symbole de pouvoir, mais aussi comme un substitut symbolique à l'érotisme conventionnel. Sa sexualité, selon ses proches, semble s'être progressivement atrophiée en raison de sa dépendance aux opiacés, remplacée par une fascination presque érotique pour les uniformes, les décorations et les ornements. L'accumulation d'objets n'était pas simplement un signe de cupidité. Pour Göring, chaque pièce, de la médaille au bâton de cérémonie, avait une valeur sensorielle. Il aimait les caresser, les trier par couleur ou par poids, et les regarder briller à la lumière de ses appartements privés. Certains visiteurs ont rapporté qu'il passait des heures enfermé dans sa loge, entouré de miroirs, à ajuster des badges devant son propre reflet. Les rapports des services de renseignement alliés et même les rumeurs parmi les membres du parti font état de travestissements occasionnels lors de réunions privées, où Göring se serait déguisé en tenue féminine élaborée. Bien que ces pratiques n'aient jamais été documentées photographiquement, de multiples témoignages indépendants font état de paraphilie cachée chez le maréchal du Reich. Amy, sa femme, aurait toléré ces excentricités avec une froideur cérémonielle. Selon certaines sources diplomatiques, elle dormait dans des chambres séparées et lui parlait rarement en dehors des apparitions officielles. Son rôle était plus proche de celui d'une actrice assignée à un rôle que de celui d'une véritable épouse. À l'extérieur, ils ont tous deux joué la scène du mariage, mais à l'intérieur du palais, chacun a joué son scénario seul. Sa résidence de Carin Hall fonctionnait comme une extension physique de ses tendances. Il y a rassemblé l'une des plus vastes collections d'œuvres d'art volées pendant la guerre, comprenant des chefs-d'œuvre de Rembrandt, Van Gogh et Rubens. Chaque pièce représentait à la fois un trophée de pouvoir et un objet de désir esthétique presque charnel, l'accumulation compulsive d'œuvres d'art, de bijoux, de voitures de luxe et d'objets d'art répondait à un vide émotionnel qu'il tentait de combler avec des biens matériels. Carin Hall n'était pas une maison, c'était un hôtel. Les œuvres ont été réparties selon les préférences sensorielles, couleurs, textures, cadres. Göring n'était pas un collectionneur, mais un spectateur érotique du pouvoir symbolique. Il marchait dans les couloirs comme un empereur romain parmi des dieux capturés. Il n'admirait pas l'art volé, il le possédait, le dominait, le subordonnait à son besoin constant de validation. Pour Göring, le pouvoir politique n'était pas simplement un moyen de mettre en œuvre une idéologie, mais une forme de satisfaction personnelle presque orgasmique. La domination sur les autres, les exécutions ordonnées avec une froideur bureaucratique, l'adulation publique qu'il exigeait étaient des substituts à une sexualité conventionnelle qu'il semblait incapable de vivre. Sa masculinité, frustrée au niveau intime, était projetée à travers l'exercice brutal du contrôle de l'État. La théâtralité de Göring était indissociable de sa pulsion sexuelle. Les défilés militaires, les réceptions diplomatiques, les dîners à Carin Hall étaient tous des productions scéniques ayant une valeur scénique. Tout a été chorégraphié pour renforcer son image de dominateur esthétique. Même son obésité, loin d'être une faiblesse, était traitée comme un attribut impérial. Il se faisait représenter dans des poses dignes d'un trône, avec des cannes sculptées et des costumes brodés, comme si sa taille physique était la preuve d'un excès viril. Au cours du procès de Nuremberg, après que ses ravisseurs lui aient retiré sa morphine, Göring a retrouvé une clarté mentale.
Il a participé avec lucidité à sa défense et a manipulé la salle d'audience avec une habileté rhétorique surprenante. Condamné à mort pour crime contre l'humanité, il a commis un dernier acte de contrôle théâtral. Il s'est suicidé avec une capsule de cyanure cachée parmi ses affaires la nuit précédant son exécution prévue. Bormann, l'architecte secret de la polygamie nazie. Contrairement à d'autres figures importantes du Troisième Reich, Martin Bormann opérait dans l'ombre. En tant que secrétaire personnel d'Hitler et chef de la chancellerie du NSDAP, il exerçait son influence en contrôlant l'accès au Führer et en supervisant la loyauté interne au parti. Cette discrétion publique contrastait avec leurs propositions intérieures radicales, un modèle expérimental de la famille nazie où la polygamie était justifiée comme un instrument eugénique au service du Reich. Son mariage en 1929 avec Gerda Buck, fille du juge à la Cour suprême du parti nazi, semblait initialement correspondre au modèle idéal du national-socialisme. Gerda incarnait parfaitement le prototype féminin exalté par la propagande, une mère prolifique, une femme au foyer dévouée et une fervente partisane du parti. Entre 1930 et 1943, elle a eu 10 enfants avec Bormann et a reçu la Croix d'Or de la mère allemande, la plus haute décoration décernée aux femmes pour leur contribution démographique à la nation. Cependant, loin de représenter les valeurs traditionnelles, Gerda a développé une interprétation extrême de l'idéologie raciale nazie qui l'a conduite à des concepts radicaux sur la sexualité et la famille. Pour elle, le corps féminin représentait fondamentalement une ressource biologique au service de l'État, et la monogamie traditionnelle, une limitation inacceptable à l'expansion démographique aryenne. Cette vision se manifeste concrètement en 1940, lorsque Bormann rencontre Manja Behrens, une jeune actrice allemande. Il a immédiatement développé une obsession pour elle, lui rendant visite fréquemment et lui envoyant des cadeaux extravagants. Ce qui, dans n'importe quel contexte conventionnel, aurait provoqué une crise conjugale, a conduit dans ce cas à une proposition extraordinaire de Gerda, intégrer Manja dans la vie de famille en tant que seconde épouse de fait. D'après des témoignages documentés de domestiques, Gerda proposait un système de rotation des grossesses. Une année, Manja a un enfant, l'année suivante, c'est moi. Ainsi, le Reich gagne à chaque fois qu'il entre dans notre lit. Cette proposition a révélé comment l'idéologie raciale avait complètement remplacé toutes les conceptions traditionnelles du mariage, de la fidélité ou de l'amour exclusif. Gerda a même rédigé un document informel, une sorte de contrat domestique, accordant à Manja des droits similaires à ceux d'une épouse légitime en termes de soutien financier et de statut au sein du foyer, à condition qu'elle remplisse son devoir reproductif envers le Reich. Le texte, qui n'a pas été officiellement signé mais qui était conservé par le personnel de la maison, établissait des dispositions logistiques spécifiques: chambres séparées, horaires de garde des enfants, allocation des ressources et règles de discrétion pour les visites publiques. La famille était structurée comme une cellule productive et non émotionnelle. En 1944, en pleine crise de guerre, Gerda Bormann va plus loin. Elle propose formellement la légalisation de la polygamie dans le système juridique nazi. Son argumentation combinait pragmatisme démographique et justification raciale. Avec des millions de soldats allemands morts au front, le taux de natalité aryenne était confronté à un danger existentiel. Pourquoi limiter la capacité reproductive des hommes racialement valorisés à une seule épouse? La proposition, soumise au ministère de l'Intérieur mais jamais mise en œuvre en raison de l'effondrement imminent du régime, suggérait d'autoriser jusqu'à 2 épouses légales pour les hommes de sang aryen supérieur, envisageant même des procédures formelles où les 2 femmes devraient signer une déclaration de loyauté et de préparation à la reproduction. Le document était accompagné d'une statistique comparative. Gerda affirmait qu'une famille polygame bien gérée pouvait doubler le taux de natalité d'une unité monogame sans nécessiter de ressources supplémentaires de la part de l'État. La proposition comprenait des modèles de cohabitation, des structures d'héritage et une division des tâches domestiques adaptées à un système racialisé. Bien qu'Hitler n'ait jamais officiellement commenté cette initiative, Bormann en a discuté avec Himmler, dont le programme Lebensborn encourageait déjà les relations extraconjugales à des fins eugéniques. Pour certains officiers SS, la proposition était cohérente avec la logique raciale du régime, représentant une extension naturelle de ses politiques démographiques. La coexistence entre Gerda et Manja
a été documenté par de nombreux témoins de l'environnement domestique. Les deux femmes cohabitaient pendant des périodes alternées, partageant les tâches ménagères, selon un système quasi administratif. La dynamique familiale ne montrait aucun signe de jalousie ou de conflits émotionnels. Il fonctionnait comme une unité de production biologique où chaque membre remplissait une fonction assignée. Une domestique, identifiée comme Ilse R, a déclaré plus tard « Ce n'était pas une maison normale, c'était comme une ferme humaine en uniforme. Tout cela faisait partie du devoir. » Cette froideur structurée reflétait directement la vision nazie de l'individu comme un simple instrument au service d'objectifs raciaux collectifs. La maison Bormann n'était pas une exception, mais une expérience pilote. Gerda correspondait avec d'autres épouses de responsables du parti, partageant des conseils sur la fertilité, les routines d'éducation des enfants et même des méthodes pour promouvoir la pureté raciale dans l'alimentation. Pour eux, le corps était une responsabilité civique et une maternité, une forme de loyauté idéologique. Bormann ne limite pas cette vision instrumentale des relations humaines à la sphère domestique. De par sa position influente, il encourageait activement les fonctionnaires loyaux à avoir de nombreux enfants, même hors mariage, avec des femmes jugées racialement appropriées. Dans une note interne, il écrit « Le sang précieux ne doit pas être gaspillé dans la moralisation bourgeoise », résumant ainsi son mépris pour les contraintes morales traditionnelles lorsqu'elles entravent les objectifs démographiques. Il a même élaboré des propositions pour une prime de naissance, réservée aux hauts responsables du parti, attribuée pour chaque enfant conçu dans le cadre ou hors mariage avec des femmes aryennes certifiées. Le projet a été esquissé, discuté dans des cercles confidentiels et abandonné sans approbation formelle face à l'effondrement militaire du Reich. Après la chute de Berlin en mai 1945, Bormann disparaît alors qu'il tente de fuir. Pendant des décennies, des spéculations ont circulé sur sa possible fuite vers l'Amérique du Sud, jusqu'à ce qu'en 1972, ses restes soient identifiés près de la gare de Lörther, confirmant sa mort dans les derniers jours du Reich. Gerda Bormann est décédée peu après la guerre, atteinte d'un cancer, dans un hôpital italien. Leurs enfants ont été séparés et élevés par différentes familles allemandes. Paradoxalement, l'un d'entre eux, Martin Bormann Jr., est devenu prêtre catholique et s'est consacré à la dénonciation des crimes nazis, cherchant à se réconcilier avec le terrible héritage de son père. L'expérience de la famille Bormann illustre comment l'idéologie raciale nazie aspirait à reconfigurer même les institutions humaines les plus fondamentales en remplaçant les liens émotionnels traditionnels par des structures fonctionnelles servant les objectifs biopolitiques de l'État. Hess, le fanatique qui aimait Hitler. Parmi tous les dirigeants nazis, Rudolf Hess représente le cas le plus extraordinaire de sublimation sexuelle par le fanatisme politique. Sa relation avec Hitler a transcendé la loyauté conventionnelle pour se manifester comme une forme de dévotion presque religieuse qui a remplacé et canalisé les impulsions émotionnelles et physiques qui s'exprimeraient normalement dans les relations intimes traditionnelles. Timide, introverti et profondément mystique, Hess a suivi Hitler pendant des années comme une ombre silencieuse. Contrairement à des personnalités comme Goebbels ou Göring, il ne recherchait pas la notoriété personnelle ni la gratification matérielle. Son existence semblait complètement englobée dans la figure du Führer, au point qu'il signait des documents comme étant éternellement à lui, et faisait référence à Hitler non pas comme à un dirigeant politique, mais comme à un guide spirituel et à un sauveur de l'Allemagne. En 1927, il épouse Ilse Pröll, une jeune femme issue d'une riche famille berlinoise et fervente nationale-socialiste. Hitler lui-même est intervenu dans l'union, prenant la main d'Ilse lors d'un dîner et la plaçant sur celle de Hess alors qu'il proposait officiellement le mariage. Aucun d'eux ne pouvait refuser cette suggestion du Führer. Le plus extraordinaire dans cette union était son caractère fondamentalement asexué. Selon des preuves historiques documentées, ils n'ont pas consommé leur mariage au cours des 7 premières années de leur mariage. Ilse a avoué à une amie proche qu'elle se sentait comme une novice dans un couvent plutôt que comme une épouse. Les contacts physiques étaient minimes, voire inexistants, car Hess consacrait son énergie à des rituels personnels de loyauté envers Hitler. Les documents personnels d'Ilse, bien que rares, décrivent une vie domestique solitaire. Elle dormait seule, passait des journées entières sans échanger un mot avec son mari
et était exclu des cercles sociaux du parti. Son rôle était décoratif et subordonné, une épouse sans fonction conjugale ni véritable espace au sein de l'appareil politique. Ce n'est qu'en 1937, 10 ans après le mariage, que le couple eut un fils, Wolf Rüdiger Hess. Même cet événement semble avoir été davantage un acte d'accomplissement idéologique qu'une expression de désir naturel. Après la conception, Hess est rapidement revenu à son célibat auto-imposé, comme si la sexualité représentait une distraction par rapport à sa véritable mission, servir le Führer sans condition. Au cours de ces années en tant que lieutenant officiel d'Hitler, Hess a développé des comportements qui déconcertaient même selon les normes du culte de la personnalité nazie. Il a conçu des rituels privés de soumission où il allumait des bougies, récitait des serments d'allégeance et pleurait parfois d'émotion en présence d'Hitler. Il conservait les effets personnels du Führer comme des reliques sacrées et tenait un journal dans lequel il notait de manière obsessionnelle chaque interaction avec lui. Dans son bureau, il y avait un petit autel avec un buste d'Hitler flanqué de torches de table. Il allumait de l'encens, écrivait des réflexions, récitait des passages de Mein Kampf comme s'il s'agissait d'écritures saintes et portait une veste de cérémonie distincte pour ces occasions. Il n'a permis à personne d'entrer pendant qu'il accomplissait ses actes. Le psychiatre Gustav Gilbert, qui a interviewé les dirigeants nazis lors des procès de Nuremberg, a décrit Hess comme une personnalité complètement dépendante, dont l'identité s'était dissoute dans la figure d'Hitler. Il ne parlait pas de politique conventionnelle, mais d'accomplir la mission divine qui lui avait été confiée par le Führer. L'intensité de cette dévotion, combinée à son apparente indifférence aux relations sexuelles normatives, a généré des rumeurs persistantes sur son orientation sexuelle. Elle était surnommée avec mépris Fräulein Hess ou la dame de compagnie du Führer par certains membres du parti. Le fait qu'il ait parfois partagé une chambre avec Hitler au cours des premières années du mouvement a intensifié ces spéculations. Il n'existe aucune preuve d'une relation homosexuelle physique entre les deux, et la plupart des historiens considèrent que Hess était asexuel plutôt qu'homosexuel. Cependant, son lien émotionnel avec Hitler présentait des caractéristiques que certains analystes ont décrites comme du romantisme politique. Un lien où l'admiration idéologique prend des dimensions de dévotion personnelle absolue qui remplacent les liens romantiques conventionnels. Le langage même utilisé par Hess renforçait cette interprétation. Dans ses lettres privées, il écrivait des phrases comme « Ma vie n'est pas la mienne, mais la tienne » ou « L'épanouissement ne m'est donné qu'en ta présence ». Il n'a jamais utilisé le mot « amour », mais tout son discours était chargé de termes d'appartenance, de besoin et d'élévation mystique. Dans ses discours publics, Hess faisait référence à Hitler par des phrases telles que « Lorsque le Führer entre dans la pièce, l'obscurité disparaît. Sa voix est lumière. Sa parole est notre salut. » Ce langage, plus proche de l'expérience religieuse que de la loyauté politique, révélait un lien émotionnel qui transcendait les structures hiérarchiques normales du parti. Hitler, pour sa part, fit preuve d'une tolérance et d'une considération inhabituelles envers Hess. Il était l'une des rares personnes à qui j'autorisais des familiarités que je rejetais aux autres. Cela a alimenté les rumeurs au sein du cercle nazi où des personnalités comme Goebbels et Göring ont considéré cette relation privilégiée avec méfiance, sabotant progressivement l'influence de Hess. Bormann, en particulier, a manœuvré pour le déplacer, le considérant comme faible, ridicule et émotionnellement instable. Des documents internes montrent comment il a limité son accès à Hitler et minimisé son rôle au sein du parti, tout en encourageant le ridicule parmi les cadres intermédiaires pour nuire à son image. Lorsque Hitler commença à prendre ses distances avec lui à la fin des années 1930 en privilégiant Martin Bormann comme secrétaire personnel, Hess connut une grave crise psychologique. Il a développé une insomnie chronique, a perdu du poids de façon spectaculaire et a affiché un comportement de plus en plus erratique. Ce qui pour d'autres aurait été une simple marginalisation politique représentait pour Hess un rejet existentiel dévastateur. Cette crise culmina dans l'épisode le plus déconcertant de sa carrière. Le 10 mai 1941, il pilota seul un Messerschmitt Bf 110 vers l'Écosse, apparemment avec l'intention de négocier la paix avec la Grande-Bretagne de sa propre initiative. Hitler réagit en le déclarant mentalement perturbé et en le démettant de tous ses postes.
Bien que les motivations exactes de cette mission suicide restent débattues, de nombreux historiens l'interprètent comme une tentative désespérée de regagner la faveur d'Hitler par un geste héroïque extraordinaire. Il ne cherchait pas à trahir le Führer, mais à l'impressionner par une initiative audacieuse qui démontrerait son courage irremplaçable. Dans sa déclaration aux autorités britanniques, Hess n'a formulé aucune demande spécifique. Il a parlé d'une mission de paix, d'un devoir spirituel et d'un sacrifice personnel pour la vérité allemande. Son récit manquait d'objectifs stratégiques, renforçant la perception d'un geste motivé par un besoin émotionnel et non rationnel. Capturé par les Britanniques, Hess passa le reste de la guerre comme prisonnier et fut ensuite condamné à la réclusion à perpétuité à Nuremberg. Pendant des décennies, il fut le seul prisonnier nazi de haut rang à Spandau, vivant dans un isolement presque total jusqu'à sa mort en 1987 à l'âge de 93 ans, dans des circonstances que certains considèrent comme suspectes. Ce qui rend le cas de Hess extraordinaire, c'est la façon dont la doctrine nazie, avec son culte du Führer, a fourni un canal socialement acceptable pour sublimer des impulsions émotionnelles qui, dans d'autres contextes, auraient été exprimées à travers des liens romantiques conventionnels. Sa dévotion à Hitler, qui a complètement remplacé son mariage et sa vie sexuelle, représente peut-être la manière la plus extrême par laquelle l'idéologie nationale-socialiste a colonisé et déformé la dimension intime de ses adeptes. Lorsqu'on lui a demandé à Nuremberg pourquoi il continuait à défendre Hitler face aux preuves de ses crimes, il a simplement répondu « J'ai juré allégeance, et la loyauté est pour l'éternité ». Cette phrase résume l'essence d'une vie où le fanatisme idéologique avait complètement remplacé toute autre connexion humaine fondamentale.